Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. À Kigali se tient pour 2 jours une réunion qui rassemble environ 800 caféiculteurs en provenance de 40 pays. Les autorités des instances de base affirment que les sociétés de mines et carrières jouent un rôle important pour le développement de la population. La tension monte entre Pékin et Washington en cause du mystère des objets volants non identifiés descendus du ciel américain. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, 25 millions de foyers de caféiculteurs dans 60 pays de producteurs du café dans le monde produisent 80% de la production totale du café à travers le monde. Indication faite dans la réunion de 2 jours qui rassemble à Kigali environ 800 caféiculteurs en provenance de 40 pays. Kassim Youssouf nous en dit plus. Les participants à cette réunion disent qu'ils sont en train de plaider en faveur de la hausse du prix du café au marché international et de l'augmentation d'intrants agricoles distribués aux caféiculteurs. Cela fait qu'ils ne progressent pas socialement et économiquement, comme l'indique le président du Forum mondial des cultivateurs de café, le Colombien Joan Esteban. Plusieurs millions de caféiculteurs à travers le monde éprouvent des difficultés à trouver ce dont ils ont besoin. Cela veut dire le bon prix du café des agriculteurs. Ça signifie également l'acheter encore une fois en grande quantité et éliminer les inégalités entre les agriculteurs, mais cela n'est pas suffisant. Nous avons besoin des procédés communs, notamment la collaboration avec différentes institutions dans la hausse de la valeur du café, la transparence et des valeurs de collaboration. Au Rwanda, depuis février jusqu'en décembre 2022, les recettes sur exportation du café ont été d'environ 105 millions de dollars américains grâce à la contribution d'environ 400 000 caféiculteurs qui exploite 39 844 hectares. Quand ils voient ceux à qui on vend du café, ceux qui en consomment, ils sont bien nantis, mais les caféiculteurs qui sont à la source et qui font tout sont très pauvres à cause du bas prix qu'on leur donne. Ma suggestion est qu'au cours de cette conférence, il serait mieux si on pense aux caféiculteurs là-bas parce qu'il ou elle est à la base pour nous obtenir le café et de le faire atteindre au marché international. Les engrais qu'on nous donne ne sont pas suffisants parce que nous n'avons pas atteint le niveau d'en mettre dans tous les champs des caféiers alors que nous avons besoin de récolter sur tous les arbres. Cette année, nous avons fertilisé 30% des arbres que nous avons. L'on compte dans la région d'Afrique centrale environ 5 millions de caféiculteurs et de personnes travaillant dans le traitement de café qui ne jouissent pas des progrès issus de la peine à laquelle ils sont confrontés. L'ancien Premier ministre d'Éthiopie, Haïlé Mariam Desalegn, président de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, indique qu'environ 800 participants à cette conférence en provenance de 40 pays examinent comment faire évoluer le bien-être des agriculteurs. Des pays comme le Rwanda, les caféiers sont parmi les cultures les plus importantes et constituent une source majeure de revenus pour de nombreux ménages. Dans mon pays d'origine, l'Éthiopie, le café n'est pas seulement une culture économique, mais il détient également de grandes valeurs culturelles. Il est nécessaire de conjuguer tous nos efforts pour créer un système visant à réformer les pratiques permettant aux caféiculteurs d'augmenter le montant des revenus issus de leur production. Cette 3e édition de la réunion des caféiculteurs se tient
pour la première fois en Afrique après celle qui s'est déroulée au Brésil en 2019. La Commission de développement économique et financier au Sénat rwandais s'est entretenue lundi avec les dirigeants de 6 districts des provinces du Sud et de l'Ouest afin d'évaluer la mise en œuvre par ces districts du programme national d'augmentation de la superficie reboisée jusqu'à au moins 30% de toute l'étendue du territoire national en 2024. Kassim Youssouf. Les dirigeants de différents districts du pays indiquent avoir essayé d'accroître la superficie reboisée de manière que la plupart des districts approchent l'objectif que le gouvernement s'est fixé dans son programme septennal, soulignant toutefois être confrontés à des défis tels que le budget insuffisant et le problème du manque d'autorisation de récolter les forêts du domaine public à maturité jusqu'à ce qu'elles soient endommagées alors que leur bois pourrait intervenir dans diverses activités. Afin d'atteindre les objectifs de NST1, nous sommes au taux de 30%. Telle est notre situation en district de Karongi. À propos des défis auxquels nous sommes confrontés, c'est le manque de budget alloué au reboisement qu'on nous accordait avant et nous souhaitons qu'il soit disponible. Je ne manquerai pas de vous présenter le défi à propos des forêts du domaine public très vieilles ayant dépassé la période de récolte, de manière que la production attendue soit modeste par rapport au temps passé et à tout ce qui a été dépensé pour leur entretien. Le président de la Commission de développement économique et financier au Sénat rwandais, Moussi Juvenal, indique qu'ils ont beaucoup appris au cours de cette réunion et qu'ils pourront discuter aisément avec tous les organes en relation avec ce programme afin de mettre en place des mesures qui vont apporter des solutions aux défis qui ont été soulignés. Une autre chose, c'est que quand on passe en revue les statistiques d'arbres qui sont parfois détruits, puisque quand on voit que 1000 arbres plantés, il n'en reste plus que 500, tout ça, c'est à cause d'une mauvaise gestion. Alors, ce qu'on leur demande, c'est que quand les arbres poussent, il faut les récolter. Le prochain programme de la Commission de développement économique et financier au Sénat est de discuter notamment avec le ministère de l'Environnement et va ensuite visiter différents districts avant d'élaborer le rapport qui sera présenté à la session plénière du Sénat qui dispose de l'autorité de prendre les résolutions qui seront soumises à l'exécutif. La commission chargée du développement de l'économie et des finances s'est entretenue avec les autorités de 6 districts de la province du Sud du Rwanda et ceux de la province de l'Ouest dans le cadre de voir comment les districts mettent en pratique le programme national d'élargir la superficie sur laquelle sont plantées les forêts pour au moins avoir 30% de superficie nationale d'ici 2024. Mais avant tout, écoutons à quoi servent ces forêts selon le président de la commission chargée du développement de l'économie et des finances au Parlement rwandais. Nous avons pris connaissance de ce qui se fait dans 6 districts du pays. Dans les 6 districts où nous trouvons qu'il y a des programmes de reforestation qui ont été réalisés de façon intensive et qui couvrent pratiquement une grande partie du territoire. Nous savons que, par exemple, dans le district de Nyamagabe, plus de 54 000 hectares sont plantés d'arbres. Dans le district de Huye, nous avons plus de 15 000 hectares. De Nyanza, nous en avons équivalent. Donc, il y a des efforts qui ont été réalisés dans le domaine de la reforestation. Mais la question fondamentale, c'est on plante les forêts, on plante les arbres. Pour quel intérêt? Les arbres se situent dans le cadre global de l'environnement, mais dans le cas qui nous concerne,
le bois est utilisé comme bois de chauffage pour la cuisine. Le bois est utilisé dans le cadre de la construction des maisons. Donc, il représente une composante dans les besoins primaires du Rwandais. Comment est-ce que les gens ils parviennent à trouver du bois pour faire la cuisine? Du bois pour construire sa maison. C'est donc ça. En dehors donc des zones protégées, nous devons considérer les disponibilités du bois pour l'usage ordinaire de la population rwandaise. La suite, c'est que nous avons commencé un processus. Nous allons prendre le contact avec divers districts du pays, complémentaires, parce qu'aujourd'hui nous en avons rencontré seulement 6. Nous allons rencontrer les autorités de l'administration centrale, notamment le ministère de l'Environnement. Nous sommes outillés pour aller discuter avec les autorités centrales sur la mise en application des politiques qu'ils ont élaborées. Et en troisième phase, nous allons visiter nous-mêmes, voir ces forêts, ce que ça représente. Et de là, nous allons avoir une vision, je dirais, holistique de la réalité des systèmes de la gestion des forêts dans notre pays. Le 14 février de chaque année est la fête des amoureux. Martyrisé sous l'empereur Claude II en 270, Valentin de Terni est désigné par l'Église catholique comme saint patron des amoureux avec le pape Alexandre VI qui, en 1496, lui donne le titre du patron des amoureux, donc, ce qui n'empêche pas l'Église de combattre la tradition du valentinage. Ce 14 février, pour une majorité de couples, notamment en France, n'est pas toujours comme les autres. La Saint-Valentin est plutôt l'occasion appropriée pour prouver son amour à sa moitié. Pourtant, cette fête des amoureux ne fait plus l'unanimité. La Saint-Valentin, Valentin a été décapité le 14 février 270. Après la chute de l'Empire romain, il fut canonisé en 1496 en l'honneur de son sacrifice pour l'amour et devint officiellement le saint patron des amoureux. La fête autrefois païenne devint religieuse. Le 14 février devint donc la Saint-Valentin qui continue à être célébrée jusqu'à aujourd'hui. Et justement, bonne fête de Saint-Valentin à tous ceux qui la célèbrent, bien sûr. Les autorités des instances de base affirment que les sociétés de mines et de carrières jouent un rôle important dans le développement de la population. Comme je vous le disais en titre, certains parmi les habitants dont les résidences sont voisines à ces sociétés témoignent l'avantage qu'ils tirent des activités effectuées par ces premières. Dans les districts de la province du Sud, au Rwanda, il est observé une augmentation des activités minières et plus de 70% des travailleurs de ces entreprises vivent près de leur lieu de travail. Ces derniers indiquent que ce qu'ils font comme activité rentable leur permet de se développer personnellement et ils se sentent utiles avec l'esprit de contribuer au développement national. En plus de fournir de l'emploi aux personnes des localités proches des entreprises, les propriétaires des sociétés de mines et carrières sont impliqués dans d'autres activités liées au développement des districts où elles opèrent. L'exploitation de mines et carrières emploie 110 000 personnes, dont 36 000 travaillent dans l'exploitation minière proprement dite et 34 000 dans les carrières. Il existe actuellement 289 licences minières d'ordre national et le maire du district de Kamoni, le Dr Sylvain Nahaye, déclare que les sociétés minières ont la responsabilité de continuer à coopérer avec les instances de base. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.